Le Capital au XXIe siècle, que vous avez publié au Seuil en 2013, s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires à travers la planète. Best-seller au Brésil comme au Japon. Ce livre, qui démontre l'accroissement des inégalités de revenus depuis 100 ans, a fait un tabac aux États-Unis. Succès de librairie, louange de la presse, éloge des prix Nobel, intérêt du président Obama, du jamais vu pour un économiste français. Sans minimiser, loin de là, votre succès en France, qui est grand, Thomas Piketty, votre Capital n'y a pas eu cependant le même écho qu'aux États-Unis. C'est parce que les Français savent déjà que leur société est inégalitaire, mais que les Américains l'ont découvert brutalement grâce à vous? C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une explosion des inégalités par le haut de la distribution. Mon livre est rentré en résonance avec ça. Bon, en même temps, il y a un peu aussi une illusion d'optique liée à la taille du pays. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout est plus gros, mais après, par rapport à la population, moi, je me plains pas du tout de la réception en France. Il y a plus de 200 000 exemplaires vendus, ce Oui, qui, par non, mais rapport à la population française, fait en fait plus que les 500 000 en langue bien anglaise. sûr, mais c'était Donc, simplement pour dire que finalement, c'est pas mal au pays du capitalisme triomphant d'avoir fait cet accueil à votre livre, même si fondamentalement, ça n'a pas changé leur regard sur la façon dont est gérée la société, parce qu'ils sont plus soucieux de la méritocratie, du rêve américain, que de la correction des inégalités. On le voit avec l'Obamacare. oui, c'est quand même. Ils ont une relation plus compliquée avec les inégalités que ce qu'on s'imagine parfois en Europe. Les États-Unis, c'est le pays qui a inventé dans l'entre-deux-guerres l'impôt progressif sur le revenu, sur les successions, avec des taux dont on n'a pas idée en France. C'est-à-dire de 1930 à 1980, le taux d'impôt sur le revenu appliqué aux revenus les plus élevés, mettons au-delà d'1 million de dollars de revenus annuels, donc vraiment très élevé, était en moyenne de 82%. Et pas pendant quelques années, pendant un Ouais, demi-siècle, de pas seulement au moment 1930 de à 19... Roosevelt, vous le dites, C'est la mais moyenne sur un demi-siècle, de 1930 à 1980. Et ça n'a pas tué le capitalisme américain. Et si les États-Unis ont fait ça dans l'entre-deux-guerres, c'est parce qu'à ce moment-là, ils avaient peur. Alors tout ça, ça nous paraît de l'histoire ancienne maintenant, mais c'est intéressant cette histoire. Ils avaient peur en fait de devenir aussi inégalitaires que l'Europe, qui à l'époque était beaucoup plus inégalitaire que les États-Unis au début du XXe siècle. Donc, bon, depuis, tout a changé, et en même temps, il continue d'y avoir aux États-Unis cette peur d'une espèce de nouvelle aristocratie et d'une nouvelle sédimentation des positions sociales. Euh, donc, les États-Unis ont une relation avec l'inégalité qui est plus compliquée que ce qu'on imagine parfois en Europe. quand on parle d'inégalité, quand vous parlez d'inégalité, est-ce que c'est une donnée économique ou est-ce que c'est un concept moral? C'est c'est tout à la fois. Les questions d'argent sont des questions qui dépassent l'économie et j'essaye dans mon livre de montrer que l'histoire de la répartition des revenus, des patrimoines, c'est plus qu'une histoire économique. C'est une histoire sociale, Mhm. politique, intellectuelle, culturelle. C'est pour ça que je fais appel aussi dans mon livre aux représentations de l'inégalité dans la littérature. Quand Balzac, il y a 2 siècles, ou Carlos Fuentes, aujourd'hui au Mexique, il y a quelques années, parle du capitalisme, de l'argent, des successions, des héritages, ils le font avec une puissance évocatrice que moi je ne peux pas atteindre comme modeste chercheur en sciences sociales, mais je pense que ces différentes formes de langage d'analyse sont complémentaires. Sont-elles morales, sont-elles économiques, elles sont tout à la fois.